Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous accueille dans ce nouvel épisode de la Cosy Cosette, un nouvel épisode qui sera consacré à la nouvelle année, aux bonnes résolutions. Donc pour discuter de ce sujet, j'accueille aujourd'hui Margot du compte Revue Livresque. Donc bonjour Margot, un grand merci Bonjour. à toi d'avoir accepté mon invitation. Et écoute, je te laisse la parole pour te présenter un peu plus en détail à nos auditeurs. Donc moi c'est Margot, j'ai 24 ans et je suis professeure d'anglais. Mais aussi, et c'est surtout pour ça que je suis là aujourd'hui, je suis également sur Bookstagram et YouTube sous le pseudo Revue Livresque. Donc ma passion est forcément de lire, mais aussi donc justement d'échanger, de parler autour de mes lectures, mais aussi des lectures des autres personnes, parce que souvent aussi les lectures des autres nous inspirent et nous donnent envie de lire d'autres romans. Puis sinon, en autre passion, j'aime beaucoup me balader et forcément la langue anglaise, vu que c'est mon métier. Eh bien, merci pour cette présentation, Margot. Donc, bienvenue dans le salon de la Cosy Cosette. Tu vois, un endroit bien chaleureux avec un canapé, un fauteuil, une télévision, une grande bibliothèque. Et donc, je te propose de t'installer sur le canapé avec les jolis plaids bien réconfortants. Et donc, toutes les deux, on a une boisson qui nous accompagne aujourd'hui. Laquelle tu as choisie, toi, pour qu'on puisse faire cette discussion ensemble? Alors, je suis pas du tout team thé au café. Ok, il Moi, je suis team chocolat chaud. Voilà. n'y a rien de mieux. Donc, j'ai un gros bol de chocolat chaud avec moi pour bien tenir tout le long. Parfait. Ça, le chocolat chaud, c'est vraiment le truc de l'hiver, je trouve. Clairement. Alors moi, je suis un peu plus team thé, quoique là, c'est plutôt une infusion. Et j'ai pris une infusion du Palais d'été qui s'appelle le Jardin des Ok. Reines. Et donc là, on est vraiment sur des notes d'amandes caramélisées, de pommes, de cannelle. Donc parfait pour la saison. Si on allait dans la cuisine de la Cosy Cosette, qu'est-ce qu'on y trouverait? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme gourmandise à grignoter justement en rapport avec ce thème de la nouvelle année? Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Qu'est-ce que tu nous proposerais, toi, Margot? Alors, ouais. Je suis pas très originale. Je pars sur je dirais un intemporel, les crêpes. Voilà. Ah ouais, Crêpes, bonne idée. J'y avais pas pensé. confiture, chocolat, sucre. Vraiment crêpes. Ok, parfait. Bon, alors on va pouvoir se faire ça. Moi, je t'aurais proposé plutôt une part de frangipane, même si c'est pas Mm. forcément ce que je préfère. Mais je trouve que pour la nouvelle année, Ouais, ça va bien ouais. avec l'ambiance. Et puis avec un petit pétillant de raisin, parce que voilà, le nouvel an, les bulles, tout ça, c'est ce qui me ferait envie là tout de suite. Ouais, pas mal. Tu vois, on a dans le salon de la Cosy Cosette, on a une grande bibliothèque et ben, ça va être justement l'occasion de parler de ton coup de cœur littéraire de toute l'année 2024. Quelle est la lecture qui t'a le plus marqué et que tu as préférée cette année? Ça, c'est dur comme question. Je vais choisir un coup de cœur assez récent parce que, bon, il m'a énormément marqué, mais du coup, c'est celui-ci dont je me rappelle le plus. La faiseuse d'étoiles de Melissa Ah oui, d'Acosta. Je sais pas ah si tu oui. connais. Alors je l'ai, mais je l'ai pas encore lu. Ah, Donc, alors j'essaie de pas trop spoiler dans ce cas-là. ok, pas de souci. Mais donc en fait, on va suivre Arthur, qui est un petit garçon de 5 ans. Donc on va vraiment avoir son point de vue à lui. Et en fait, sa maman un jour lui annonce qu'elle va partir pour une grande mission sur la planète Uranus, mais que malheureusement, elle va pas pouvoir revenir avant très 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 longtemps. Mais en fait, nous, en tant que lecteurs, on le comprend dès le départ. En fait, tout ça, c'est un peu un mensonge. C'est pour cacher une réalité beaucoup plus malheureusement triste, qui est que sa maman a une maladie et Mm. qu'elle va pas s'en sortir, en fait. Et donc, tout ce roman-là, il va justement traiter du deuil. Donc, comment faire, notamment pour présenter à son enfant une nouvelle aussi terrible. Et là, justement, à travers un mensonge, mais un mensonge imaginaire et créatif, elle va faire plein de choses avec son fils, justement, lui proposer des activités. Vraiment, ensemble, ils vont se créer leur propre bulle, leur propre univers. Et donc, ce roman m'a bouleversée parce que, bon, déjà, le sujet, forcément, est vraiment horrible. Enfin, surtout qu'on a le point de vue du garçon, en fait. C'est ça qui est encore plus douloureux, c'est que Oui, je on vois. voit son innocence, il comprend pas du tout ce qui se passe et il interprète tout naïvement. Et nous, on sait ce qui va arriver, on sait dans le fond et on a peur justement parce que, pareil, on va se dire, mais quand elle va mourir, comment lui va réagir, comment ça va se passer?
Et donc, on a toute cette anticipation-là qui, déjà, nous, en tant que lecteurs, nous met pas très bien. Mais en même temps, quand on voit tout l'amour qu'ont les parents d'Arthur pour lui, on trouve ça en même temps tellement émouvant. Et vraiment, tout le long, j'ai pleuré. Mais les larmes de la fin, pour le coup, étaient libératrices. C'était magnifique. J'en dirai pas plus pour pas voilà, spoiler, mais c'était vraiment bouleversant. Et j'avais peur en lisant ce roman parce que j'avais jamais lu de Melissa d'Acosta. Mais j'avais vu que c'était voilà, une écrivaine qui vend énormément. Je crois que c'est l'un des auteurs qui vend le plus en France. Enfin, vraiment un succès phénoménal. Et donc, moi, j'ai toujours un peu du mal avec les auteurs très populaires. J'ai toujours peur que justement ce soit un peu trop surcoté ou autre. Et au début, quand j'ai commencé à lire, j'ai dit, bon, c'est vrai que la plume est assez simple, mais en fait, très percutante. Et je comprends maintenant pourquoi les gens sont fans de cette écrivaine et je lirai d'autres romans. Oui, en tout cas, tu en parles bien et ça donne vraiment envie de le lire. En plus, il est assez court, il me semble, Oui, donc très très court. facile à lire. Mm. Et effectivement, moi, Melissa d'Acosta, c'est une autrice que j'apprécie beaucoup parce qu'elle elle touche vraiment, elle a une plume très émouvante qui reste accessible, mais on ressent bien toutes les émotions qu'elle veut faire passer. Et moi, j'en ai lu trois. J'ai lu Les Lendemains, magnifique, très très dur au début et que j'ai failli arrêter. Ok. Mais j'ai bien fait d'aller jusqu'au bout. Tout bleu du ciel, évidemment, je te le conseille absolument. C'est un énorme coup de cœur pour moi. Et après, j'avais lu, je sais plus comment ça s'appelle. Il faudrait que je retrouve, ça se passe à la montagne. Par contre, celui-ci m'avait moins plu, Ok. beaucoup moins plu. Les douleurs fantômes, il me semble, celui-ci m'avait moins touché, mais les deux autres extraordinaires. Donc, écoute, ça me donne envie de me replonger dans sa plume, est-ce que tu m'en dis? Alors moi, de mon côté, pour mon coup de cœur littéraire de l'année 2024, c'est un petit peu différent. On est plutôt dans le policier. Et pour moi, ça a été l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. Ok. Donc, je ne sais pas si tu as lu son tout premier, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et ben, il est dans ma bibliothèque. Ah, bon, Voilà. absolument à lire, même si j'avais trouvé quelques longueurs, mais vraiment à lire. Et donc là, on va retrouver quelques personnages de l'affaire Harry Kéber, mais ça peut tout à fait se lire sans avoir lu ce premier livre. Et donc, l'histoire d'Alaska Sanders, ça va se passer en 1999, dans une petite bourgade du New Hampshire. Et on a Alaska Sanders, une jeune femme qui est retrouvée tuée au bord d'un lac. Donc, pas très gai. La police arrive à conclure l'affaire assez rapidement. Elle obtient les aveux du coupable et de son complice et pense que tout est bouclé. Sauf que 11 ans plus tard, il y a un gros rebondissement puisque le sergent Perry Galawood, qui s'est occupé de l'enquête, reçoit une troublante lettre anonyme qui va le faire douter de son enquête. Et donc, l'écrivain Marcus Goldman, qui est déjà présent dans le premier livre, va l'aider à découvrir la vérité. Donc moi, j'ai vraiment adoré parce que déjà, j'ai retrouvé les personnages du premier livre. Mais au-delà de ça, on a quand même d'autres personnages qui sont très intéressants, dont on ne se lasse pas, qui ne sont pas caricaturés ou voilà, on n'en fait pas trop avec eux. Et j'ai trouvé vraiment que les personnages étaient bien construits. Le style de Dicker, tu verras, c'est un style qui est très accessible et très addictif et il maîtrise très bien les rebondissements. On a énormément de péripéties, donc il nous emmène sur une piste, puis sur une autre, puis sur une autre, il nous balade. Et puis jusqu'au final qui est d'une puissance vraiment incroyable parce que je m'attendais pas du tout à cette fin-là, à ce final-là. Et il est très très doué pour faire des bons twists finaux. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans les livres, c'est quand j'arrive à être surprise. Donc celui-ci, c'était une belle découverte. Et puis j'ai bien aimé aussi l'ambiance petite bourgade. On a aussi Alaska Sanders qui travaille dans une petite station essence. Donc tu vois, Ah c'est oui, je vois bien le ce contexte. petit Mm. microcosme américain, voilà, très petit village, Mm. rumeurs, etc. Donc ça m'a beaucoup plu et pour moi, ça a été le coup de cœur de l'année 2024. J'étais très très addict en l'écoutant. Moi, je l'ai écouté celui-ci, c'était en livre audio et c'était vraiment génial. Ok, J'ai ouais. beaucoup aimé. Non, les thrillers qui arrivent à la fin à nous laisser sur les fesses sont les meilleurs en général. Ah, c'est clair. Celui-ci, c'était compliqué de trouver. Et même en réfléchissant, même en le relisant, je pense que, tu vois, c'est pas.
voilà, il nous emmène vraiment sur plein de pistes différentes et on se laisse surprendre et c'est ça qui est génial. Ok, super, ouais. Donc voilà, en tout cas, si tu as l'occasion de lire le premier, qui est très bien aussi, un peu plus de longueur, mais qui est vraiment un bon livre aussi. Donc Ouais. c'est un bon auteur, un auteur à lire en tout cas. Eh bien, tu vois, dans notre salon de la Cosy Cosette, on a une grande télévision et ça va être l'occasion de parler de ton coup de cœur de l'année, mais cette fois-ci un film ou une série. Quel est le film ou la série qui t'a le plus marqué cette année? Oh. Alors, parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les films d'horreur, Ok. mais je vais pas parler de films d'horreur. Je dirais que le film qui m'a marqué, mais c'est pas du tout un film récent, ça va être Apocalypse Now, Ah, j'ai réalisé jamais par vu. Francis Ford Coppola, qui est, à mes yeux, un classique du cinéma américain. Voilà. C'est vraiment un film qui m'a marqué. Déjà visuellement, parce que les plans de caméra sont très bien choisis. Et puis surtout, c'est un film de guerre, donc il y a beaucoup d'action, d'explosions, c'est très impressionnant. Surtout qu'ils ont vraiment fait ça dans la nature, donc tu vois les vrais arbres qui malheureusement se font détruire. Mais surtout, en fait, c'est le message qu'il y a derrière. En fait, ce film, il est adapté d'un roman, D'accord. en réalité. Alors, je sais plus le titre français, mais le titre anglais, c'est Heart of Darkness, donc un peu, on pourrait dire, le cœur des ténèbres. Et c'est écrit par Joseph Conrad. C'est inspiré dans le sens où ça reprend les mêmes thèmes, mais dans un autre contexte qui est le contexte de la guerre du Vietnam. Et donc, ça raconte tout simplement la folie des Américains dans cette guerre qui ont massacré les gens, qui ont fait mais absolument n'importe quoi. Et donc, je l'ai trouvé très marquant parce que, en fait, la folie est tellement bien décrite, et notamment le personnage principal qui lui-même petit à petit sombre là-dedans. Enfin, vraiment, en fait, faut le voir pour comprendre. C'est vraiment une expérience très particulière. Et à la fois, on rigole, mais en même temps, on rigole un peu jaune. C'est un peu particulier. Mais il est magnifique, vraiment. Moi, il m'a marqué, en tout cas, pour un film de guerre. D'accord. Bah, écoute, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Bien sûr, j'en ai entendu parler, mais je savais pas forcément de quoi ça parlait. Et puis moi, j'avais peur que ce soit un gros film américain, gros budget. Donc, bah, ça me convainc, ça me donne envie de le voir parce que bah, finalement, je me rends compte que je le connais pas tant que ça, ce film. Alors, c'est sûr que c'est un grand budget, hein, c'est Oui, sûr, mais disons que ça fait pas le film bête où il y a juste de l'action, on ne réfléchit pas. Il y a vraiment derrière un sens profond, il y a vraiment quelque chose. c'est ce que je pensais justement, que c'était un petit peu dans ce style-là, mais écoute, ça m'intrigue et ça me donne envie de le voir. C'est bien, quand je fais des podcasts, après j'ai plein de choses à voir ou à lire. J'aime bien, ça donne beaucoup d'idées. Alors moi de mon côté, c'est pas, je crois pas que ce soit de cette année, ça doit être de 2023, mais je l'ai vu cette année, c'est Les Trois Mousquetaires, tu sais, avec Vincent Cassel, François Civil, Ah, Pio oui. Marmaille, Louis Garrel, Eva Green, Romain Duris. On a un gros casting avec ce film. Je sais pas si tu l'as vu. Eh ben non. Eh ben, écoute, franchement, très belle surprise. Voilà. J'ai adoré parce que bah, finalement, je connaissais pas les œuvres d'Alexandre Dumas. Les Trois Mousquetaires, on en a tous entendu parler, mais je connaissais pas forcément l'histoire en détail. Et là, j'ai adoré. Et c'est pareil, Le Comte de Monte-Cristo, j'ai hésité hein, avec ce film-là. Pareil, j'ai adoré ces deux films, que ce soit Les Trois Mousquetaires ou Comte de Monte-Cristo. Et je me suis dit, waouh, Alexandre Dumas, mais quelle imagination! Il fait vraiment des histoires incroyables, très bien construites, pareil, avec des rebondissements, des retournements de situation. Et j'ai adoré. Vraiment, Les Mousquetaires, ça m'a beaucoup plu. Comte de Monte-Cristo, c'est pareil, mais il fallait que j'en choisisse un. Et donc, Les Trois Mousquetaires, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire en détail, ça parle de D'Artagnan, qui est un jeune Gascon ambitieux et qui va quitter sa province pour rejoindre les mousquetaires du roi Louis XIII. Et le hasard fait que il va se lier d'amitié avec trois mousquetaires, qui sont Athos, Porthos et Aramis. Et donc D'Artagnan va devenir le quatrième mousquetaire. Et ensemble, ils vont déjouer de nombreux complots, bien souvent orchestrés par le cardinal de Richelieu et son espionne qui s'appelle Milady. Donc on a beaucoup de rebondissements, beaucoup de péripéties, il se passe plein de choses dans cette histoire. Et donc on est dans cette atmosphère du XVIIe siècle. Donc moi j'ai adoré, on est vraiment dans cette ambiance-là. Les images sont magnifiques. On a des beaux paysages, des belles scènes avec les chevaux, des belles scènes de combat aussi.
C'est des scènes de grande qualité et puis les acteurs sont quand même très bons. On a beaucoup de bons acteurs qui jouent très bien dans ce film-là, qui mettent bien en valeur les personnages. Et comme je disais, ça m'a permis de découvrir Alexandre Dumas, que je connaissais finalement assez peu. Donc très très belle découverte. Il y a 3 films en tout, seulement 2 sont sortis et j'ai vraiment hâte de voir le troisième. Ok. Donc, est-ce que tu as envie de lire maintenant le roman? Alors, mon conjoint a essayé et m'a dit que c'était très long. Donc, je pense que je vais me contenter des films qui reprennent bien justement toute la construction intéressante faite par Dumas, mais sans les longueurs, on va dire. Donc, peut-être pas. Mais bon, je dis pas non non plus. J'aime bien lire des classiques aussi. Mais bon, de ce que m'a dit mon conjoint, un peu long. Ouais. Donc, je crois, je sais plus, il y a peut-être 6 tomes, peut-être que je me trompe, mais il y a beaucoup de tomes en fait. Donc Ok. ça m'a un petit peu refroidi pour les lire, mais le film permet de connaître cette histoire sans forcément avoir toutes les longueurs derrière. Donc Mm. le film est vraiment bien fait. Ok. Alors écoute Margot, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet et aborder la thématique du nouvel an, de la nouvelle année, des bonnes résolutions. Et le nouvel an, souvent, c'est un moment de changement, de renouveau, de nouveau départ. Et donc, je t'avais demandé si tu avais un livre à nous conseiller sur justement cette thématique-là, cette thématique du renouveau, du changement. Quel livre tu aurais à nous conseiller? Alors, c'est un peu particulier dans le sens où c'est pas très joyeux. Mhm. Mais c'est le dénouement qui permet de le mettre dans ce thème-là parce que justement, avec la fin du roman, on se dit ok, maintenant on prend un nouveau départ et on va se tourner vers un avenir meilleur et plus positif. Donc j'ai choisi Les Survivants, qui est écrit par Alex Schulman. Alors si je dis pas de bêtises, c'est un roman suédois. Ok, Et c'est même le premier roman de l'auteur en question. Donc pour un premier roman très très bien réussi parce que ça a été un coup de cœur. J'aurais pu en d'accord. réalité le mettre parmi mon coup de cœur de l'année 2024. Donc en fait on va suivre 3 frères qui s'appellent Benjamin, Pierre et Niels et qui en fait on le comprend très très vite ont eu une enfance une éducation en fait très particulière. Ils ont une mère qui a l'air on pourrait peut-être considérer un peu bipolaire, qui boit pas mal d'alcool avec son père. Ils sont un peu dans l'abandon de leurs enfants, ils s'en occupent pas vraiment. Et D'accord, puis ils je instaurent un vois. peu un système même de compétition entre les garçons, avec notamment Niels qui est le plus grand, qui fait des études, et où les parents disent de toute façon il n'y a que Niels qui va réussir dans la vie, vous, vous ferez rien, vous resterez un peu des merdes quoi, littéralement, hein. D'accord, ok. Et donc on voit en fait que cette fratrie, qui est en plus que de garçons, est très divisée. Et en fait, chaque chapitre, c'est une temporalité différente. Donc un coup, on se trouve dans le présent et un coup dans le passé quand justement ils étaient enfants. Et à chaque fois, on a le point de vue de Benjamin, qui est le plus petit. Et quand le roman commence, on comprend en fait que la mère est morte et elle avait demandé à ses enfants de répandre ses cendres, en gros, dans la maison secondaire où ils passaient leurs vacances. Et à travers ce deuil, en fait, on va se rendre compte que justement, les garçons vont petit à petit commencer à réellement se parler et à vraiment remettre les choses au clair parce qu'il y a eu un drame un été dans la maison. Benjamin se rappelle pas de ce drame. Donc on sent qu'il y a eu un traumatisme. S'il s'en rappelle pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais personne ne veut lui en parler. Sauf que depuis ce drame, en fait, la famille s'est complètement disloquée et vraiment, ses frères ne lui parlaient plus du tout, notamment. Plus personne ne se parlait. Et donc on se rend compte petit à petit, au fur et à mesure des événements, qu'est-ce qui aurait pu se passer réellement, mais en réalité on ne sait pas avant vraiment les dernières pages. Donc c'est pour ça aussi qu'il est excellent, parce qu'on a beau faire 10 milliards d'hypothèses, on n'a pas la bonne réponse du tout, et on n'est pas prêt pour la fin. Mais surtout en fait ce que j'ai aimé c'est de voir, et c'est pour ça que je le mets vraiment dans cette idée de nouveau départ, c'est comment des frères qui ont toujours été divisés à cause de l'éducation qu'ils ont reçue par leurs parents, et d'un énorme manque de communication dans cette famille, arrivent à la fin, une fois qu'ils sont vraiment des hommes adultes, à justement se libérer de cette éducation et à enfin parler et se retrouver. Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique, c'est que à travers le deuil de leur mère, ils arrivent eux à se reconstruire
pour enfin justement pouvoir être de vrais frères et avoir un vrai lien fort entre eux, quoi. C'est ça qui m'a bouleversée, tout en sachant qu'en même temps on a ce dénouement de quel est l'événement un peu traumatisant qui est survenu. D'accord, ouais. Oh, il a l'air assez puissant, hein. Oui. Alors moi de mon côté, j'ai décidé de parler d'un livre qui donne envie de faire la fête, de mordre la vie à pleines dents. Et il s'agit des Chroniques de San Francisco d'Armstead Maupin. Je sais pas si tu vois de quoi il s'agit. Ça me dit quelque chose le nom. Ouais, c'est assez connu. Les Chroniques de San Francisco, en fait, l'auteur, Armstead Maupin, a sorti quotidiennement des chroniques dans un journal qui s'appelait San Francisco Chronicle. Et donc quotidiennement, il sortait ces petites histoires-là. Et tout a été compilé dans 6 tomes en tout. Et moi, je n'ai lu que le premier tome, mais ça m'a beaucoup plu. Quand il a écrit ça, c'était à la fin des années 70. Et son histoire se passe aussi à la fin des années 70 à San Francisco. Et donc, les 70 sont sur le déclin, mais on a toujours une énergie contestataire dans San Francisco. Et donc, dans toute cette atmosphère-là d'émancipation, de liberté, de fin des années 70, on a une jeune femme qui s'appelle Marianne Singleton qui va louer, elle, un appartement au 28 Barbary Lane. Et donc, elle va loger dans cet immeuble où on a une femme à qui appartient l'immeuble, il me semble, où ça lui appartient pas forcément, mais elle règne vraiment matriarche sur tout l'immeuble. C'est une femme assez âgée, Madame Madrigal, qui est une femme très charismatique, compréhensive, très libérale aussi. Et donc elle règne en matriarche sur ce vieux bâtiment qui abrite plein de célibataires qui sont tous des personnages en couleur. Et le but de ces chroniques, c'est qu'on va découvrir toutes ces différentes personnes, ces différents célibataires qui habitent dans ce vieux bâtiment, plus Madame Madrigal, très charismatique, et puis cette jeune femme, Marianne Singleton, qui va découvrir tout cet univers. Et moi, j'ai adoré parce qu'au fur et à mesure des chroniques, on découvre les liens qui les unissent au fur et à mesure. Et ça a été une belle lecture parce on a cette ambiance des années 70 qui est encore bien présente, l'émancipation de la femme, on a beaucoup de sujets intéressants qui sont abordés, la liberté des corps, de l'esprit, ça parle un petit peu d'homosexualité aussi, l'ouverture sur les autres, sur le monde. Donc on a un livre qui est très décomplexé et on a une ambiance très chaleureuse. Donc ça m'a plu de lire ça. Je trouvais que ça mettait de bonne humeur, ça faisait réfléchir aussi et on s'attache à chacun des personnages. Et puis, tout simplement, on n'a pas envie de quitter cet immeuble avec ses résidents, avec Madame Madrigal qui est très charismatique, très chaleureuse envers tout le monde. Donc voilà, c'est cette ambiance de liberté, ambiance très colorée qui m'a plu. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu en parler dans les livres qui donnent envie de faire la fête, de mordre la vie à pleines dents. Voilà, j'ai pensé à celui-ci et je le conseille. Ah ouais, j'aime bien le concept en fait de suivre chaque personnage qui vit dans l'immeuble. Mm. Enfin, j'aime beaucoup ça. J'avais beaucoup aimé. Il y a la série aussi qui est pas mal, mais Ah, il j'avais y a une série préféré. aussi. Ouais, j'avais préféré le livre quand même. J'avais préféré le livre, mais c'est intéressant. Voilà, à savoir que ça reste un livre très décomplexé, mais avec cette ambiance de San Francisco et de la fin des années 70. Donc, intéressant à lire. Alors, on va continuer, Margot. Le nouvel an, c'est aussi le moment des bulles de champagne. Et je t'avais demandé de nous présenter un livre qui, pour toi, est pétillant comme le champagne. Alors, à quel livre as-tu pensé? Oui, alors là, j'ai eu aucune hésitation. Aucune. J'ai de suite su de quoi j'allais parler. Parce que je saoule tout le monde avec ce roman en réalité. Enfin, cette saga, parce que c'est une saga. Felicity Hadcock de Ah Sophie oui, Jomain. ok. Voilà. Oui, Donc, c'est de la Beatlit. Est-ce que je rappelle au cas où ce que c'est ou... ouais, je veux bien parce que Ouais. même moi, je suis pas sûre de ce que c'est. Donc, la Beatlit, c'est un genre où on va suivre un personnage féminin dans sa vie de tous les jours, ses petits tracas du quotidien.
Et puis, du jour au lendemain, il va y avoir justement l'apparition surnaturelle de créatures. Donc ça peut être des vampires, des loups-garous. Et c'est assez léger en général. Et puis, il peut y avoir un peu de romance, voire un peu du spicy selon les auteurs, ça dépend. Là, dans cette saga-là, typiquement, il y en a un peu, mais honnêtement, à partir d'un certain tome, je sais plus, je crois que c'est à partir du 3, il n'y en a plus du tout. C'est vraiment, ça se calme complètement après. Mais donc, Felicity Hadcock, c'est un roman qui se passe près de Londres, où ensuite, donc, Felicity, qui est une jeune femme qui a perdu sa mère il y a quelques années d'une maladie et puis qui est une vendeuse dans une boutique de chocolat. Voilà. Elle a sa meilleure amie qui est une Française, Daphné, qui comme elle travaille dans la boutique. Bon, elle vit sa petite vie tranquille. Mais Félicie, elle sait qu'elle est un peu particulière parce que elle connaît l'existence des vampires. Et elle sait que elle, spécifiquement, elle peut résister à leur charme en fait, parce que les vampires peuvent nous manipuler, susciter des émotions autres en nous. Elle est complètement hermétique à ça. Et un jour, sa copine Daphné, qui aime bien faire la fête, force un peu insiste pour aller dans une boîte de nuit. Félicie, elle a pas du tout envie, mais elle finit par le faire. Et dans cette boîte de nuit, bon, elle va rencontrer un jeune homme assez énigmatique qui s'appelle Stanislas. Et Félicie voit très vite que c'est un vampire, ou du moins elle pense que c'est un vampire. Mais elle lui fait comprendre que non, non, mais tu n'arriveras pas à me séduire ni quoi que ce soit, ça marchera pas. Et en fait, elle se réveille le lendemain dans un lit et elle comprend qu'en fait, bah, elle a passé la nuit avec ce monsieur. Donc le drame. Ouais. Et suite à ça, en fait, elle se rend compte aussi qu'elle a deux marques de morsure au niveau Oh. de l'aine. Et donc, bon, déjà, elles se sont un peu souillées parce qu'en plus, sa mère lui avait dit jamais Felicity de fricote avec les vampires, surtout pas, ce ne sont pas des bonnes personnes. Donc, elle s'en veut un peu par rapport à sa mère décédée. Mais surtout, elle se rend compte que suite à cette morsure, en fait, bah, des créatures débarquent chez elle. Et donc, elle va commencer à avoir des petits soucis dans sa vie de tous les jours. Et elle va se retrouver notamment à devoir, comment dire, être en lien même avec les astres, puisque des anges vont carrément débarquer chez elle, parce que, bah, en fait, les créatures qui viennent chez elle sont des bébés vampires. Et donc, pour pas se mêler les amis, en fait, en réalité, il y a des anges, donc les anges de Dieu, qui justement gèrent ces problèmes-là et font en sorte que, justement, bah, les créatures ne soient pas déjà révélées aux humains, puisque sinon ce serait l'anarchie complète. Mais donc voilà, il va y avoir toute une enquête pour comprendre quelle est la morsure de Fessie, parce qu'en fait, en réalité, c'est pas une morsure de vampire, c'est plus compliqué que ça. Mais pourquoi c'est un roman pétillant? Parce que Sophie Jomain a un humour, mais génialissime. J'adore l'humour de Sophie Jomain. Felicity a une répartie qui à chaque fois me fait hurler de rire. Et en fait, la plume est tellement addictive, en plus des chapitres très courts qui aident, que c'est l'un des seuls romans pour lesquels j'ai fait des nuits blanches pour le Ah lire. ouais. Ah ouais. Pour dire à quel point j'étais accro et que je ne voulais pas m'arrêter. Et parce que c'est vraiment un roman, en tout cas les premiers tomes, parce qu'après ça devient un peu plus sombre, qui mettent vraiment de bonne humeur et qui font vraiment sourire et rire. Si vraiment on a un coup de mou, faut lire cette saga et après ça va vraiment beaucoup mieux. Et ça peut se relire, mais tous les ans. J'ai déjà lu le tome 1 au moins 4 fois. Ah, Et je sais que génial. je pourrais encore le relire parce qu'on s'en lasse pas en fait. Il y a un truc que je peux pas expliquer avec cette saga, mais c'est magique en fait, c'est juste magique. Et c'est vraiment très très drôle, les personnages sont très charismatiques, forcément bien il va y avoir différents prétendants à certains moments, mais non j'adore. Puis le fait qu'il y ait différentes créatures, le lore qui petit à petit s'enrichit parce qu'on va avoir les anges, mais aussi d'autres créatures que je vais pas forcément mentionner, mais ah non vraiment c'est mon addiction cette saga, voilà. D'accord. Eh ben, j'aurais pas parié sur cette saga parce que je vois ce que c'est. Mais écoute, ça me tente bien parce que j'essaie de plus en plus de m'ouvrir à ce genre de littérature aussi parce que j'en lis un petit peu moins et j'aime bien le fait que ce soit humoristique. Alors, par contre, j'imagine Bitlit, c'est pas forcément toujours humoristique, mais là, par contre, c'est le cas avec ce livre. C'est ça, si j'ai bien Oui, en compris. tout cas, vraiment les premiers tomes sont très humoristiques, mais c'est vrai que à partir du peut-être troisième ou quatrième, sachant qu'il y en a six en tout, ça devient assez sombre parce que il se passe des choses assez graves dans la vie de Felicity. Donc là, le ton change, mais ça reste quand même très agréable à lire. Mais c'est vraiment les premiers tomes qui sont mais
super gai en fait, tout simplement. Ok. Et en tout, on a combien de tomes dans cette saga? Alors si je me rappelle bien, on en a 6. Ok. Mais je sais plus si c'est 6 en comptant parce qu'il y en a un en fait qui est un peu un tome bonus que si on le lit pas en fait ça n'a aucune incidence sur l'histoire. Donc c'est 5 ou 6, voilà. Ok. Et c'est vraiment fini de chez fini la saga. Et tu Voilà. les as tous appréciés, même si après on a un côté un peu plus sombre qui se révèle. Oui, franchement oui parce que même ceux qui étaient plus sombres, parfois j'ai ressenti des émotions très négatives comme la frustration, mais parce que en fait il se passait des choses que je ne voulais pas moi en tant que lectrice. Mm. Mais c'était plus dans ce sens-là que j'étais déçue parce que je disais ah mais moi je voulais plutôt qu'il se passe ça et en fait non parce que bah, l'auteur elle fait ce qu'elle veut et parce qu'elle aime bien aussi frustrer un peu le lecteur parfois pour après mieux le satisfaire. Mais non vraiment tous je les ai tous beaucoup aimés Ouais, ça m'intrigue même si j'ai une préférence pour les premiers. D'accord, ouais, je comprends. Alors, tu vois, moi de mon côté, pour rester sur la thématique du Nouvel An, souvent, Nouvel An, pour moi, je l'associe à Nouvel An chinois, même si c'est bien plus tard dans l'année. Mais j'avais envie de parler de l'Asie. Et aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'un livre qui est en lien avec l'Asie. Et j'ai pensé au restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. Désolée pour la prononciation, je sais pas si c'est comme ça, mais un super roman. Je sais pas si tu l'as lu, Le restaurant des recettes oubliées. Je connais, je l'ai vu passer mais je l'ai pas Eh lu. bien, écoute, très belle découverte avec ce livre. Ça parle d'un restaurant qui est bien particulier puisqu'il a pour objectif de cuisiner les plats que leurs clients oubliaient, des plats qui ont marqué leur vie et ils ont envie de retrouver ce goût-là, un goût qu'ils ont perdu et des plats qu'ils ont pu goûter sur des périodes marquantes de leur vie et ils ont envie de goûter ces plats-là. Sauf que pour accéder au restaurant, c'est extrêmement compliqué puisque c'est un minuscule restaurant caché dans les ruelles de Kyoto. Donc voilà, une atmosphère très mystérieuse. Et pour accéder au restaurant, on a dans une revue culinaire japonaise une petite publicité avec marqué «Nous retrouvons vos plats». Et c'est tout, ça tient sur une ligne. On n'a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, donc les clients arrivent un petit peu pas par magie jusqu'à ce restaurant-là, mais voilà, c'est le destin, c'est la chance qui les amène jusqu'à ce restaurant-là. Un restaurant qui s'appelle le restaurant Kamogawa, tenu par un chef qui s'appelle Kamogawa et sa fille. Et donc sa fille, elle accueille les clients et elle va mener toute une enquête sur leur passé, sur leur vie, sur ce qu'ils ont pu vivre pour pouvoir retrouver la saveur des plats. Et ensuite, c'est son père qui les cuisine. Donc moi, ça m'a vraiment plu parce que, bon, déjà, on est dans l'ambiance purement japonaise, en plein cœur de Kyoto, avec les petites ruelles. Et on a une très belle mise en valeur de la gastronomie japonaise. Donc, moi qui aime beaucoup la gastronomie, c'était très intéressant. On a l'impression de sentir les auteurs, le goût des aliments, et puis c'est tout un cheminement en rapport avec la mémoire, avec les souvenirs, avec les émotions qu'ont ressenties les gens quand ils ont mangé ce plat pour la première fois et qu'ils le regoûtent dans le restaurant. Et c'est un vrai voyage d'essence. Ça m'a beaucoup plu ce petit livre. Et en plus, la littérature japonaise, j'aime beaucoup parce que c'est un style bien à part. Souvent, ça offre une petite parenthèse réconfortante, un peu hors du temps. Et là, c'est ce que j'ai ressenti aussi avec une écriture pleine de douceur, de poésie. Et c'était un beau moment. J'ai beaucoup aimé parce que on va découvrir 6 histoires de vie, 6 personnes qui viennent chacune tour à tour dans le restaurant. Et on voyage dans leur passé. On découvre toute leur vie, parfois un petit peu difficile. Et j'ai trouvé ça très émouvant. Alors, à savoir aussi que ça se lit un petit peu comme des nouvelles, puisque le seul lien qui unit ces 6 personnages, c'est uniquement le restaurant. Il n'y a pas de lien entre toutes les personnes, c'est juste qu'ils arrivent dans le restaurant et qu'on leur propose de recréer le plat de leurs souvenirs. Mais voilà, c'est un beau livre et j'ai hâte de lire le tome 2 parce que je sais qu'il est sorti. Donc, je me replongerai avec grand plaisir dans cette ambiance-là. Ok, ouais. Et c'est pas parfois justement, parce que tu dis,
il y a des souvenirs parfois, et puis justement, ils ont eu des vies pas faciles. Est-ce que justement, parfois, c'est pas un peu émouvant, mais au point d'être un peu parfois déprimant aussi, quand on sait un peu la société japonaise, comme elle peut être très dure parfois Oui, il y a quand même des passages assez touchants et qui peuvent être un petit peu plus compliqués à lire, mais j'ai bien aimé, moi, découvrir l'histoire de vie de ces différents personnages. Et puis toute la petite enquête derrière pour essayer de retrouver le plat, quelle saveur mettre, quelle épice, quel condiment. Ça m'a plu. Et puis voilà, la gastronomie, elle est très présente et ça fait découvrir aussi certains plats japonais. Donc ça m'avait bien plu, ce petit livre. Ok, ouais, ça me fait un peu penser aux animés dans le style. Oui, un petit peu. Et puis je sais pas si tu avais lu les délices de Tokyo aussi. Non, On est pas un lu. peu dans la même veine aussi. Ouais. Intéressant aussi. Et on est dans cette veine-là. Donc pour ceux qui connaissent, si vous voulez retrouver un peu l'ambiance des délices de Tokyo, le restaurant des recettes oubliées, c'est vraiment un bon livre. Alors, Margot, toujours sur notre thématique de la nouvelle année, c'est aussi la naissance de nouvelles relations parfois. Et donc, je t'avais proposé de discuter autour d'une histoire d'amitié naissante ou d'une histoire d'amour naissante. À quel livre ça t'a fait penser ça? Une histoire d'amour naissante ou d'amitié naissante? Alors, j'avais hésité entre deux romans, et puis je suis restée sur celui de base, même si c'est pas très joyeux. C'est pas grave. Je présente beaucoup de livres pas très joyeux quand Ouais, même. pas de souci. Euh, il s'agit de Que brûle la nuit, écrit par Arthur Derras. Donc c'est français. Et donc on va suivre deux jeunes étudiants qui s'appellent Victor et Fleur et qui vivent. Il me semble que c'est dans l'île même. Et ils vont se rencontrer un soir à un bar, la rencontre un peu classique entre étudiants. Et suite à cette rencontre, en fait, l'histoire d'amour justement va naître entre Victor et Fleur, mais en fait, c'est une histoire d'amour un peu particulière. Déjà, nous-mêmes en tant que lecteurs, quand on voit un peu ces deux personnalités, on se dit comment est-ce qu'ils peuvent tomber amoureux de l'un de l'autre? Parce que Victor, c'est un garçon très sûr de lui, voire même un peu imbu de sa personne, arrogant, qui fait tout le temps la fête en fait, qui a vraiment une vie décadente. Il boit, il prend de la drogue avec ses amis, il est un peu franchement misogyne. Enfin, bon, on a ce personnage-là, mais de l'autre côté, on a Fleur qui est justement très sensible, très sérieuse, studieuse, qui justement veut devenir professeur des écoles. Enfin, donc on a deux profils complètement opposés. Et ça va quand même matcher entre les deux et donc une histoire d'amour va commencer. Donc on va voir un peu au début, donc on voit Fleur qui de suite tombe complètement mais éperdument amoureuse de Victor. On comprend très vite qu'en fait c'est sa première relation pour elle, alors que Victor, bon, elle a déjà eu des conquêtes, c'est pas sa première fois quoi. Et en fait, au fur et à mesure que justement cette relation se développe entre les deux personnages, on découvre le vrai visage de Victor. Parce qu'au début, on se dit, bon, c'est un peu un bad boy, mais on se dit sans plus, c'est pas un garçon forcément méchant particulièrement ou dangereux. Et en fait, au plus on avance dans le roman et au plus on se dit, mais il est dangereux en fait, cet homme. Très dangereux et très nocif pour Fleur. Et en fait, on a leurs deux points de vue aux personnages, ce qui permet à la fois d'être dans justement la tête de Victor et de comprendre en fait qu'il a des problèmes, qu'il est un peu fou hein, au final, et de Fleur qui elle est complètement mais dans la désillusion, mais qui cherche tout le temps des excuses à Victor, qui se dit mais c'est de ma faute. Et en fait, on voit vraiment le schéma d'une personne qui se fait complètement manipuler par son partenaire et qui en fait au final se retrouve prisonnière de cette relation et des abus en fait de l'autre qui verbalement est violent en fait, elle subit vraiment des violences verbales atroces et c'est pour ça que j'ai choisi parce que malheureusement parfois il y a des amours qui naissent et en fait c'est pas les bons et il faut savoir s'en défaire et vite partir et pour moi Fleur en fait elle représente toutes ces femmes qui justement se retrouvent soit par manque d'expérience, par besoin d'amour et d'affection, et quand enfin quelqu'un leur en donne, elles tombent la tête première dans le piège et elles se font avoir en fait. Donc voilà, toutes ces femmes qui se retrouvent dans des relations comme ça
et qui essaye après de s'en sortir, mais après un long moment, parce qu'il faut d'abord s'en rendre compte et qui se retrouve éloigné de tout le monde, parce que c'est tout le temps comme ça, le schéma où justement l'autre partenaire vous fait couper les liens en fait avec tous vos proches. Et donc c'est de voir comment cette jeune femme essaie de s'en sortir. Après, on va pas se mentir, la fin est malheureusement tragique, elle est pas positive du tout, mais c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce roman parce que il montre aussi à quel point en fait on peut se faire tromper par les autres, par les premières impressions qu'on a et par nos propres émotions à nous qui nous trahissent complètement. Comment l'amour en fait peut nous faire fermer les yeux sur tellement de choses alors qu'en fait, bah non, ce qui se passe c'est pas normal du tout quoi. Ok, là je vois et je pense que ça pourrait me plaire parce que j'aime bien aussi les livres qui se finissent pas forcément bien, qui nous surprennent, hein, Mm. ça reste là-dedans et puis qui montrent la vérité aussi. Ouais. Donc il a l'air très puissant lui aussi comme livre. Oui, puis ce que j'aime bien, c'est que en plus le style littéraire de l'auteur, au début j'étais très perplexe parce que, enfin pas perplexe, mais plus confuse. Je n'arrivais pas à savoir si ça se passait dans des temps modernes Ah ou oui, dans une époque beaucoup plus ancienne, parce qu'en fait l'auteur a un style d'écriture qui rappelle les grands auteurs du 19e siècle en fait, c'est-à-dire qu'on a un langage très soutenu, un vocabulaire très élaboré, et donc au début j'avais l'impression que c'était des étudiants de début, peut-être 1910, quelque chose comme ça, enfin, alors qu'en fait en réalité c'est beaucoup plus tard, parce que voilà, on a ce style très soutenu, alors que par contre dans les dialogues, on a un style là par contre beaucoup plus familier, on a vraiment ces personnages jeunes qui parlent entre eux quoi. ouais, je vois. Oui, ça se passe dans nos années en fait, c'est contemporain. C'est ça. D'accord. Mm. Ouais, ça m'intrigue. Je pense que là aussi, ma liste va s'allonger. Désolée. Il n'y a pas de souci. Alors, de mon côté, je voulais parler un petit peu d'introspection parce que voilà, quand on change d'année, qu'on est sur une nouvelle année, bah souvent, voilà, c'est une période d'introspection aussi. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de parler d'une autobiographie. Alors, une autobiographie un peu particulière, j'avais pas mal d'a priori avant de la lire, puisque il s'agit de l'autobiographie de Britney Spears, La femme en moi, Ah, qu'on a ok. beaucoup vu passer. Et donc j'étais un peu réticente parce que bah, moi j'avais cette image-là un peu provocante de l'artiste. J'imaginais quelqu'un de superficiel, la bimbo, etc. Et finalement, pourquoi je voulais parler de ce livre? Parce que bah, pour montrer aussi qu'on peut se tromper et que les apparences ne sont pas forcément les bonnes. Donc non, j'ai été ravie de lire cette autobiographie-là. Et je l'ai dévorée en 3 jours, c'était très très rapide parce que j'ai trouvé ça très intéressant au final. Donc évidemment, elle aborde son enfance, sa passion pour le chant, et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'elle aborde tous les revers de son travail et les méfaits de la célébrité. Elle va parler aussi de sa vie amoureuse et de sa vie de famille. Et elle va parler, il y a des gros chapitres sur la mise sous tutelle, parce qu'elle a été mise sous tutelle par son père. Et waouh, c'était assez fou de lire tout ça. Donc déjà, comme je disais, faut pas forcément se fier aux apparences parce que finalement, j'ai découvert que c'était une artiste très travailleuse, qui a beaucoup travaillé, qui s'est donnée à fond. J'ai vu quelques reportages aussi et son personnel parlait d'elle de cette manière comme quelqu'un de très travailleur et d'une grande gentillesse. C'est ce que disaient les gens autour d'elle, quelqu'un de très gentil qui a fait beaucoup d'actes généreux. Et donc moi, je ne pensais pas du tout qu'elle était comme ça. Et donc c'était une belle découverte déjà, premièrement. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est découvrir tous les revers de la célébrité, puisque là, on se rend compte à quel point la célébrité, c'est peu enviable et à quel point c'est très difficile à vivre, en fait, d'être constamment suivi par les paparazzis, de plus du tout avoir d'intimité. C'est un enfer. Enfin, quand elle en Ouais. parle, ça donne pas du tout envie. Et en plus, sa célébrité a fait qu'elle est tombée sur des mauvaises personnes, des personnes bah, qui l'ont manipulée, qui ont abusé d'elle. Et après, quand elle parle vraiment de la mise sous tutelle, alors je savais pas que ça pouvait aller jusque-là, mais c'était infernal pour elle parce que elle avait perdu toute sa liberté. Ça en allait jusqu'à demander l'autorisation pour boire un simple café.
On l'a forcé à prendre des médicaments. Je ne vais pas dire tous les détails pour ceux qui souhaitent lire le livre, mais une horreur vraiment très très compliquée. Plus, comme je disais, les paparazzis qu'il a harcelés. Donc là, on comprend comment ça peut faire péter des câbles, hein, tout simplement, cette célébrité-là. Et voilà, j'ai aimé voir que la célébrité, c'était pas que des paillettes et que c'est quand même quelque chose de très difficile. Et c'est ce que j'avais lu aussi dans l'autobiographie de Tom Felton qui joue Drago Malfoy dans Harry Potter. Et c'est un peu la même chose. Voilà, c'est des vies de personnes célèbres qui, au final, font pas du tout rêver parce que la célébrité, c'est difficile. C'est pas du tout enviable. Voilà, une bonne expérience. Et j'ai vraiment adoré. Je l'ai lu très très rapidement. Voilà, c'est simple, hein, il y a pas de, c'est pas littéraire, mais ça se lit bien et waouh, on découvre beaucoup de choses dont on ne soupçonne pas l'existence et j'ai trouvé ça très intéressant. Ouais, non, mais en plus, elle est touchante son histoire, surtout que je sais pas si tu vois son contenu sur les réseaux sociaux, mais on a l'impression qu'elle est toujours pas sortie de tout ça, hein. Ouais, c'est vrai, peut-être j'avais vu deux, trois vidéos, effectivement, ouais, c'est compliqué, ouais. Pas facile, mais vraiment pour ceux qui hésiteraient, comme ça a été le cas pour moi, vraiment lancez-vous parce que c'est intéressant à lire. Donc voilà pour ce livre-là, un livre qui parle d'introspection. Et donc pour parler de notre thématique, moi j'ai associé la nouvelle année au temps qui passe. Et donc je t'avais proposé de parler d'un livre qui donne envie de remonter le temps cette fois-ci. Alors à quel livre as-tu pensé? Eh ben, encore un roman français. Ok, J'ai pensé à La Chambre des Diablesses, écrit par Isabelle Duquesnoy. ok, je connais pas du tout. Si tu connais pas, c'est parfait. Ouais, non, je connais pas du tout. Le titre m'intrigue. Oui, alors c'est une histoire vraie en plus, c'est ça qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle est partie d'une histoire vraie, elle a cherché vraiment tous les faits historiques qu'elle pouvait retrouver dessus pour raconter cette histoire. Mais donc ça se passe au temps du règne du roi Soleil, Ah, donc trop bien. déjà une période très fascinante hein, quand on voit toutes les adaptations qu'il y a eu. Et donc là, en fait, on va connaître l'histoire de Catherine. Alors, je sais pas si je peux dire Desay, bon, je sais pas la prononciation, mais son surnom, c'est surtout La Voisin. C'est pour ça qu'on la connaît. Parce qu'en fait, c'est pas une femme comme les autres. Techniquement, c'est une sage-femme, mais en fait, c'est aussi une empoisonneuse, une voyante, voire une sorcière pour certains. Parce qu'en fait, cette femme, au-delà donc d'accompagner les femmes dans leur accouchement, elle propose aussi des séances voilà, de voyance où elle va raconter aux gens ce qui va leur arriver ou autre. Et en fait, elle va très rapidement se faire connaître pour ses talents, parce qu'à première vue, bah, elle dit pas mal de vérités. Et elle va tellement attirer l'attention que la haute noblesse va aussi se tourner vers elle. Et donc, elle va avoir des personnes très haut placées qui vont venir la voir. Donc, elle va énormément s'enrichir. Elle va avoir un mode de vie assez déraisonnable par rapport à sa situation notamment. Et en fait, elle va aller très très loin parce qu'elle va aussi aller jusqu'à bah, créer des, enfin, oui, des poisons pour certaines personnes de la haute noblesse ou des potions soi-disant, hein, des filtres d'amour ou autres, pour par exemple se venger d'un mari, tuer une maîtresse, par exemple, ce genre de choses. Sauf qu'au milieu de tout ça, elle a une fille qui s'appelle Marie-Marguerite et qui, bah, malgré elle, est obligée d'être mêlée à ces histoires-là parce que sa mère va l'utiliser en fait pour créer parfois voilà, des potions ou autres, mais aussi pour faire l'espionne et ce genre de choses-là. Sauf qu'en en fait, on a deux personnalités complètement différentes. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'on a un peu les deux points de vue. C'est-à-dire qu'on a même le point de vue de la techniquement grande méchante, la voisine. Et on se dit que c'est assez fou parce que sa fille est l'opposé d'elle. C'est vraiment, on sent que elle est pleinement consciente et éveillée. Elle se rend compte de ce qui se passe. Elle sait que c'est très mal et elle veut s'en sortir vivante en fait. Elle veut vraiment trouver un échappatoire à ça parce que même nous en tant que lecteurs, quand on suit ce qui se passe, on se dit mais il y a forcément un moment où la voisine va se faire attraper en fait. Et à l'époque, bon, le sort qu'on réservait aux sorcières était pas très joyeux. Donc bon. Et donc en fait, on suit la voisine et sa fille. Mais pareil, on a deux temporalités en fait. On a celle, on va dire, du passé où on suit donc la voisine et la petite Marie-Marguerite. Et puis le présent où en fait, on voit en fait les lettres
qu'écrit Marie-Marguerite, parce que Marie-Marguerite est en prison. Parce que sa mère, on s'en doute, a fini par se faire attraper, mais de facto, elle aussi a été attrapée, puisque on s'est dit, tu es forcément complice, toi aussi tu es peut-être même une sorcière. Et donc, dans ses lettres, en fait, elle supplie les autorités de la relâcher. Elle essaie de faire comprendre qu'elle n'était qu'une pauvre victime elle-même de sa propre mère. Mais j'ai adoré ce roman, il donne envie de voyager dans le temps parce que quand on lit, on se dit mais comment c'est possible que ça s'est réellement eu lieu en fait, que ce soit vrai? Parce que on a des anecdotes que je vais pas dire pour pas spoiler, mais très macabres et mortifères et on se dit mais comment c'est possible de tuer autant de personnes ou certaines personnes parce qu'il y a des choses assez horribles avec des enfants. Enfin, comment l'homme peut être capable de faire ça, quoi, à cette époque-là? En fait, il se passait des choses complètement folles. Et puis de voir qu'en fait, la haute noblesse elle-même, en fait, en réalité, était complice de tout ça, puisqu'elle contribuait. Parce qu'au final, la voisine était réellement la méchante. Est-ce qu'elle serait pas la victime de toutes ces personnes-là qui sont constamment dans la demande, à lui demander toujours de nouvelles choses, de nouvelles missions? Et donc, je trouve ce roman passionnant parce que voilà, on a une histoire vraie qui nous est racontée qu'on connaît pas forcément. Enfin, moi, je n'avais jamais entendu parler de cette histoire-là, et pourtant, je me dis, mais ça mériterait d'avoir plus de visibilité parce que bah, ça peut rappeler un peu la nature de l'homme qui peut être très très sombre quand même quand on voit tout ce qui s'est passé. Ça a l'air génial, ça me donne très 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 envie, moi qui aime beaucoup l'histoire et d'autant plus cette période-là de Louis Mm. XIV. Oh, ça a l'air génial, ouais, très très Ah intéressant, oui, ça se dévore. ça donne envie. Oui, vraiment. Puis à la fin, il y a un postface et il y a plein de petits documents ou d'annexes que l'auteur donne, notamment pour les vrais noms des personnes de l'époque. Pareil, un peu comme un historique des meurtres qu'il y a eu. Enfin, il y a plein d'informations en plus. Ou même nous, si on veut s'y retrouver parfois un peu dans les noms, parce que c'est vrai que les noms d'époque sont un peu plus durs Mm. que ceux de nos jours, pour retrouver qui est qui, quels sont leurs liens aussi. Il y a tout un glossaire, on va dire, qui aide. Ok, bon, très bien, ça donne très envie. À noter aussi sur ma liste. Alors de mon côté, j'ai voulu parler d'un livre qui évoque la bonne fortune, la richesse, parce que souvent c'est un peu le nouvel an, c'est un peu synonyme aussi d'argent, d'or, de richesse. Et pour cela, j'ai voulu parler de Belle Amie de Guy de Maupassant. Hmm. Donc, je ne sais pas si tu l'as lu. Je l'ai pas Euh, lu, mais je connais bien, ouais. ouais, Mm. donc Belle Amie, alors je sais que tout le monde apprécie pas forcément le livre, mais moi ça m'a beaucoup plu. Ça parle de Georges Duroy qui est surnommé Belle Amie et lui, son rêve, c'est l'ascension sociale, c'est d'évoluer dans la société. Il est prêt à tout pour entrer dans la bonne société parisienne et donc il va user de son charme et multiplier les conquêtes pour pouvoir se faire un nom. Et le problème, c'est que son ambition débordante va petit à petit le faire courir à sa perte. Et moi, j'ai adoré parce qu'on a un vrai portrait de la société parisienne du 19e siècle. On y parle beaucoup de journalisme, de politique, de capitalisme. Et moi, j'ai adoré découvrir cette ambiance très foisonnante, très riche intellectuellement et culturellement. Et d'être plongé dans ce 19e siècle où on découvre les rouages de la presse, tout l'envers de la mondanité. J'ai trouvé ça absolument passionnant. En plus, la plume de Guy de Maupassant, elle est très accessible, je trouve, pour son époque. C'est quand même facile à lire. On n'a pas de longueur, enfin moi j'en ai pas ressenti en tout cas. Et au niveau des descriptions, parce que souvent c'est ce qui fait un peu peur dans les classiques, non, au niveau des descriptions, c'est équilibré avec justesse, c'est-à-dire qu'elles sont brèves, mais quand même suffisantes pour qu'on se sente plongé dans l'ambiance parisienne du 19e siècle. Donc ça m'a bien plu. Et alors, j'ai adoré le personnage de Belle Amie, un personnage qu'on aime et qu'on déteste, parce que voilà, on le voit partir de rien et progresser petit à petit dans la société grâce à son charisme et malgré tout très charismatique, très malin, mais aussi très profiteur, très hypocrite, très opportuniste, qui a plein de travers. Mais justement, j'ai trouvé que c'était un personnage attachant. Voilà, un personnage qu'on peut détester, mais qui est intéressant dans le sens où il part vraiment de rien et que petit à petit, il gravit les échelons.
Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant et j'avais envie de parler d'un classique, un classique qui m'avait bien plu, Bel Ami de Maupassant. Ok, ouais, c'est le genre de personnage qu'on adore détester un peu, en C'est fait. ça, ouais. Hmm. C'est Ok, ça, et ouais. puis toute cette ambiance-là de la presse, un monde assez cruel finalement. Hmm. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai bien aimé ce classique et de temps en temps c'est chouette aussi de se replonger dans les classiques, je trouve. Ouais, ok, bah faudrait que j'essaye. Celui-ci, je le conseille parce qu'il est facile à lire. C'est pas... De toute façon, Guy de Maupassant, c'est pas compliqué. On n'est pas sur Zola qui a plein de descriptions et que j'adore, Hmm. hein, j'adore Zola. Mais Guy de Maupassant, c'est plus accessible, je trouve. Ok, ouais. Et donc, pour terminer l'émission, je voulais parler d'un petit livre bonus, puisque comme on est sur cette thématique de la nouvelle année, je voulais parler d'un livre qui donne envie de prendre des bonnes résolutions. Et cette fois-ci, c'est un livre de développement personnel qui s'appelle L'équation du miracle d'Al Elrod. C'est l'auteur de Miracle Morning. On en a énormément entendu parler. Et donc lui, il va proposer comme une formule qui va permettre d'atteindre tous les objectifs que l'on se fixe. Et moi, quand j'ai lu ce livre, ça m'a énormément boosté. Alors, je dis pas que je l'applique au quotidien, mais quand je l'ai lu, ça m'a énormément boosté. Et donc moi, à l'époque, quand j'ai lu le livre, c'était mon rêve, c'était de devenir correctrice professionnelle, donc corriger les fautes d'orthographe dans les romans, corriger les fautes de grammaire, etc. Et grâce à ce livre, ben, ça m'a boosté et j'ai réussi à passer le cap. Donc maintenant, j'ai deux métiers. Je suis professeure des écoles et correctrice professionnelle. Et c'est en partie grâce à ce livre, je sais pas, ça m'a donné un regain d'énergie et c'est ce qui m'a permis de réaliser mon rêve finalement. On voit enfin, ce livre permet de comprendre qu'avec de la persévérance, bah, finalement, tout objectif est atteignable. Et ça a été un très très bon livre pour me booster, me motiver. Donc pour ceux qui ont envie de mener à bien leur projet, je conseille. C'est L'équation du miracle d'Al Elrod. Très belle conclusion. Pour terminer, très beau message. Et ben génial, on a vu plein de livres ensemble et ce que je trouve intéressant, c'est que c'était que des lectures très différentes les unes des autres, on n'a pas que un même style. Donc ça, c'est très chouette. Et écoute, bah, on va pouvoir s'installer devant la cheminée de la Cosy Cosette et pour partager avec nos auditeurs un bon moment qu'on a vécu l'une et l'autre dernièrement. Donc toi, quel est le bon moment que tu as vécu dernièrement et que tu as envie de partager avec nos auditeurs? Je vais parler de l'adoption de mon chat. Ah, mignon, trop mignon. En fait, ça faisait des mois et des mois qu'on croisait un chat errant qui passait devant notre immeuble et on l'a approché petit à petit, pas à pas. Donc au début, on essayait de le caresser, après de lui mettre à manger, et puis on allait jusqu'à le faire monter dans l'appartement. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de l'adopter ce chat, parce que les chats errants, déjà leur espérance de vie, elle n'est pas très élevée. Et puis on avait envie de lui offrir en fait un vrai foyer, quoi, parce qu'il était dans un état mais déplorable. Il était mais ultra maigre, il avait plein de puces, enfin, il avait une tête triste d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelait Sad Cat, le chat triste, parce qu'il avait vraiment une tête triste tout le temps. Et donc, on l'a adopté. Et là, en fait, je m'en suis rendu compte il y a quelques jours, en fait, de la différence qui est totale maintenant. Maintenant, il est bon, il a pris du poids, forcément. Il est un peu bien rempli, hein, son ventre. Mais en fait, c'est quand j'ai vu les photos, j'ai vu la différence et j'ai dit, waouh, déjà, physiquement, il a plus rien à voir. Même la tête, il a plus la même expression. Mais je sais pas, il a l'air paisible maintenant. Il a l'air bien. Et même son comportement, il est de plus en plus câlin. Enfin, il a totalement changé et ça me fait tellement plaisir de voir que j'ai pu sauver une petite vie, tu vois. C'est trop mignon. Voilà. Ah, c'est adorable. Ouais, c'est une belle action. Et puis là, Mm, il faisait froid en ce moment, donc c'est vraiment bien mm, que vous ayez pu le recueillir. Ouais, c'est génial. ouais. C'est un beau moment, effectivement. Alors moi, c'est moins une bonne action. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu tout le mois de décembre et c'était trop bien. C'est que j'ai lu, tu sais, Harry Potter aux éditions Mina Lima.
C'est les très belles éditions avec des pages où on a des pop-up, des images Ouais. en relief. C'est extrêmement ludique. Et c'était génial. Là, j'ai lu le tome 2. J'avais lu le tome 1 l'année dernière. Et donc, évidemment, c'est une relecture, mais de découvrir un livre qu'on aime avec cette belle édition, c'était hyper agréable. Et voilà, c'était mon petit moment réconfortant tout le mois de décembre, sous un plaid, avec de la chaleur. Ouais. C'était juste trop bien. Et dommage parce que cette édition-là, ça s'arrête. Et c'est-à-dire Ah qu'il y bon? a uniquement tome 1, tome 2, tome 3 que j'ai eu à Noël. Et ça s'arrête là. Donc Ah pas d'autres mince. tomes. Et c'est dommage parce que les images étaient incroyables. C'était vraiment beau. Et puis l'objet est superbe aussi. C'est la première fois que j'avais une très belle édition d'un livre, donc super, mais malheureusement, c'est seulement pour Ah 3 tomes. ouais. Donc dommage, mais en tout cas, pour décembre, là, le tome 2 c'était un vrai plaisir de le relire dans ce contexte. Donc, voilà. Et ben écoute, Margot, je vais faire un petit récap de tous les livres dont on a parlé, des films Ouais. aussi. Comme ça, pour les auditeurs, ce sera plus facile pour s'y retrouver. Donc, si je résume bien, pour ton coup de cœur littéraire de 2024, c'était La Faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta. Tout à fait. Pour ma part, c'était L'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. Ensuite, en ce qui concerne ton coup de cœur film de 2024, c'était Apocalypse Now. Donc, bien sûr, ça date pas de 2024, mais c'est un Oui. film que tu as revu durant 2024. De mon côté, c'était Les Trois Mousquetaires avec Vincent Cassel, François Civil, etc. Ensuite, en ce qui concerne le Nouvel An, un livre qui t'inspire le renouveau, un changement, un nouveau départ. Tu nous as présenté Les Survivants d'Alex Schulman, si je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est ça. Ensuite, de mon côté, un livre qui donne envie de faire la fête et de mordre la vie à pleines dents, c'était Les Chroniques de San Francisco d'Arlstine Maupin. Ensuite, pour un livre pétillant comme le champagne, tu nous as présenté Felicity Hadcock de Sophie Jomain. Et de mon côté, pour un livre en lien avec l'Asie, puisque ça me faisait penser au Nouvel An chinois, c'était Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. Un livre qui t'inspire une histoire d'amour naissante. Tu nous as parlé de Que brûle la nuit d'Arthur Deras. Des Ou races, ouais. Deras. C'est ça. Deras. Ensuite, un livre qui parle d'introspection. J'ai parlé de La femme en moi de Britney Spears, son autobiographie. Un livre qui donne envie de remonter le temps. Tu nous as parlé de La chambre des diablesses de Isabelle Duquesnoy. Et de mon côté, pour un livre qui évoque la bonne fortune et la richesse, j'ai parlé de Belle Amie de Maupassant. Et pour finir, le livre dont je parlais de développement personnel, le petit bonus, c'est L'équation du miracle d'Al Elrod, et un livre donc qui donne envie de prendre de bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Et ben voilà, merci Margot pour cet échange, c'était très enrichissant. Bah, merci de m'avoir invité, hein. Moi, je t'en prie, ça donne plein d'idées et c'est toujours des bons moments quand on enregistre un podcast. Et écoute, je te souhaite une belle année 2025, plein de bonheur et une belle réalisation de tous tes futurs projets.